Bonjour à tout le monde, merci d'être venus, nombreux. Désolé s'il n'y a pas assez de place aujourd'hui. Je me présente rapidement parce que je ne suis pas ni modérateur ni journaliste d'habitude. En fait, je suis le cofondateur de Bodyguard, qui est une technologie qui protège les gens, les entreprises de la haine en ligne, la toxicité, de toute violence. Et en fait, le métaverse est central pour notre avenir. Dans cette logique-là. Donc je suis très heureux d'accueillir aujourd'hui ces fantastiques 4 intervenantes et intervenants que je vais présenter par la suite. Je voulais faire une petite introduction un petit peu avant par rapport au sujet qui nous concerne. En fait, le Metaverse, il est vraiment sur toutes les lèvres. Voilà. Hier, tout le monde en parlait. C'est le nouveau buzzword utilisé partout depuis que Facebook s'appelle Meta, que c'est le plus gros marché mondial, que tout le monde investit des milliards et des milliards là-dedans, tout le monde en parle. Mais il faut savoir que c'est un thème qui est extrêmement complexe. C'est comme si on allait dire en une heure, on va déchiffrer Internet, ses opportunités, ses risques. Voilà, c'est pas le but. Donc je veux juste set expectations. On va gratter un tout petit peu la surface d'un univers qui est gigantesque. Ceci étant dit, on a quand même des intervenants de grande qualité. Et en fait, on a surtout, nous tous, et vous aussi, une responsabilité très forte. Si je fais le parallèle avec Internet, Internet a été créé sans vraiment qu'on soit là, quoi. Ça a été créé un peu dans notre dos. Et aujourd'hui, ce qui se passe, on n'a plus vraiment le choix. On régule a posteriori, mais pas avant que Internet soit fait. Aujourd'hui, en fait, on peut apprendre de nos erreurs. On est à un moment clé qui est que pourquoi ne pas apprendre de nos erreurs? Pourquoi ne pas se baser sur ce que Internet nous a amené, les problèmes, les opportunités, pour que on régule, on trouve une gouvernance, on réfléchisse en fait à ce que c'est ce metaverse. Donc en fait, on a une responsabilité qui est collective. Plus vous vous informez sur le sujet, mieux ça ira pour la société. Et nous, entre guillemets, en tant qu'experts, on est là justement pour poser des questions. On n'a rien à vous apprendre. On est juste là pour vous poser des questions. Aujourd'hui, en fait, on a 3 temps pour vous. Le premier, c'est définition. Qu'est-ce que c'est que ce bazar, en fait? On va essayer d'y toucher. C'est pas facile à définir. Deuxièmement, c'est tout ce qui est les opportunités. Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est un rêve, finalement. On peut créer un monde extraordinaire. Il faut le dire. Et déjà, ça s'exprime aujourd'hui. Et ensuite, c'est effectivement la partie un peu danger, régulation. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc ça, c'est les 3 temps de la journée. Et pour ce faire, on a 2 familles. On a 2 familles avec nous aujourd'hui. On a la famille qui, en fait, porte une vision créative. Donc Erwan, à ma droite, Erwan Le Breton, 20 ans dans l'industrie du jeu vidéo. En fait, Erwan, c'est un créateur de monde imaginaire. Il a fait ça plus de 18 ans chez Ubisoft. Voilà. Et encore, il continue. Donc un grand créateur. Et ensuite, on a Alexandre Michelin, fondateur du KIF, oui. Et aussi président de la commission expérience numérique du CNC. Exactement. Donc ce sont des personnes qui aiment la création et qui la revendiquent. Et on avance dans cette direction-là. Et on a la deuxième famille. La famille qui porte une vision d'innovation sociale. Nathalie, ancienne experte au CSA, justement sur les questions de régulation des médias et des plateformes. Et aujourd'hui, professeure des universités Panthéon-Assas, en fait aussi présidente du comité d'éthique auprès de Jean-Michel Blanquer. Donc c'est la responsabilité sociale vis-à-vis de ces plateformes-là. Et Cyril qu'on connaît un peu plus pour son rôle en tant que team principal chez Renault, grand acteur d'une Formule 1, grand acteur d'une série Netflix. Cyril, en fait, il est là parce qu'il a une voix qui porte. Il a aussi des questions très importantes à poser, notamment sur les implications économiques de gouvernance que pose le Metaverse. Parce que le Metaverse, c'est pas que de la création, c'est aussi un monde dans lequel on va rentrer. Donc voici nos intervenants aujourd'hui. Merci encore d'être venus. Et en fait, on va commencer par le premier sujet qui est la définition. Je trouvais ça sympa de commencer par toi, qui crée ces mondes, qui sans doute a vu venir
quelque chose avant le film Ready Player One. Oui, c'était une supposition que je faisais, je me disais oui. Et donc du coup, ce serait intéressant que tu nous donnes un petit peu ce qui se passait déjà il y a 15 ans, quoi. Même avant. Bonjour tout le monde. Je vais faire un petit historique d'où vient le métaverse et comment moi je l'ai perçu à travers mon prisme et ma vie à la fois d'adolescent et d'homme adulte qui a travaillé dans le secteur de l'entertainment. Donc 92, c'est le roman de Neil Stephenson qui, pour la première fois, cite le terme metaverse en parlant d'un univers virtuel, fictionnel, partagé, où les gens se projettent, alors grâce à la technologie. C'est un roman qui s'inscrit plus ou moins dans une tendance qu'on appelle le cyberpunk, qui était une série de romans de science-fiction qui parlait de futurs proches et de ce que la technologie pouvait faire comme impact dans nos vies. Et aussi qui parlait beaucoup du fait que les méga-corporations allaient prendre le pouvoir sur les États. Bon, ça c'est vraiment un résumé. Hein. Les gens qui connaissent très bien le cyberpunk vont me dire que c'est pas aussi simple que ça, mais bon, c'est un peu ça l'idée. Mais avant ce roman, il y a eu justement tous les romans cyberpunk qui datent des années 70-80, donc c'est pas récent. Et avant ça, et j'étais déjà né, donc j'ai un peu lu ces romans-là à cette époque-là. Et avant ça, il y a eu le premier espace de création collaborative partagée d'univers fictionnel qui s'est fait autour d'une table avec des gens qui discutaient. Et ça s'appelait le jeu de rôle papier, alors pour ceux que ça connaît, qui connaissent. Et c'est né en 73-74. En gros, donc c'est pas récent non plus, avec un jeu qui s'appelle Donjons et Dragons, qui est le fondateur de cette grande lignée et qui a inspiré énormément de jeux vidéo derrière lui et énormément de littérature aussi. Donc voilà, ça c'est un peu vraiment les origines si on remonte loin. Donc 92, le terme métaverse existe, le cyberpunk est un genre connu, partagé des aficionados, on va dire. Et puis on arrive fin 90, 99-2000, donc c'est vraiment un tournant. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, il se passe pas mal de choses. Il y a un film que vous connaissez tous qui s'appelle The Matrix, qui date de cette époque-là et qui nous met dans cette perspective du monde virtuel créé par des machines dans lequel on a l'impression qu'on est dans la réalité. Donc ça c'est très proche de ce qu'un métavers pourrait devenir dans le pire cauchemar, mais il y a des choses qui sont liées à ça. Il se passe pas mal de choses dans ces années-là aussi. Je fais un tout petit bond, 2003-2004. Il y a des choses qui arrivent, ce qu'on appelle les Massively Multiplayer Online Role-Playing Games, donc les fameux jeux de rôle, mais plus papier autour d'une table, mais jeux vidéo, avec des centaines, des millions de joueurs qui se connectent et qui jouent ensemble dans des univers 3D immersifs fictionnels. Le plus connu encore aujourd'hui, c'est World of Warcraft qui date de 2004. Il y en a eu d'autres avant. Le premier sur lequel j'ai travaillé dans le jeu vidéo, donc mon premier job dans le jeu vidéo, c'était sur le premier MMORPG très commercialement rentable qui s'appelait EverQuest, qui était édité par Sony à l'époque. Et comme je venais d'arriver chez Ubisoft était le distributeur en Europe de ce jeu-là. Donc j'étais vraiment impliqué dans le début de la construction de communautés virtuelles autour de mondes fantastiques, un peu dans l'esprit Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, Dragon, Chevalier, etc. Et puis à peu près à la même époque, il y a eu Second Life. Pour certains qui se rappellent aussi un peu, la première tentative de faire un monde virtuel ressemblant à notre monde, dans lequel les marques pouvaient se placer, vendre des objets numériques, avoir des bâtiments qui faisaient la promotion de leurs marques physiques, etc. Donc quand même tout ça, c'est plusieurs piliers qui s'accumulent. Et donc effectivement, le roman Ready Player One, c'est 2011, le film, c'est beaucoup plus récent. Donc alors on en arrive à ce qu'aujourd'hui Facebook nous propose, le métaverse avec toute cette vidéo qui dit voilà, c'est ça le futur et ça va être génial. Bon, on discutera tout à l'heure de génial, pas génial, mais voilà, je vous ai fait le petit historique. Merci. Alors, moi je pense qu'on est déjà dans le métaverse en fait. Simplement, c'est l'accès qui est différent selon les outils, les moyens qu'on a. Et aujourd'hui, on le vit tous plus ou moins avec son téléphone mobile, à travers toutes les plateformes qu'on a et auxquelles on a accès. C'est-à-dire qu'on s'en est rendu compte pendant le Covid, en fait. Un monde sans plateforme pendant le Covid, ça aurait été une horreur. En fait, on a quand même continué à travailler, on a quand même continué à se rencontrer, on a continué à avoir une vie sociale. Et effectivement, pour moi, le métaverse, c'est le Web 3. En fait, c'est la troisième itération du web. On l'a connu la première, on a vu la deuxième avec le social. Et simplement derrière, il y a des technologies, des infrastructures considérables. Et moi, j'y suis venu effectivement, tu l'as dit, par la création, parce que je me suis intéressé aux images immersives. À l'origine, je viens des médias. J'ai passé plusieurs années chez Microsoft, une dizaine d'années. Et donc, les plateformes, j'avais l'habitude. Et j'ai vu arriver des images, notamment dans le jeu vidéo. Il y a Xbox chez Microsoft. Et j'ai vu arriver toutes ces images. J'ai vu aussi le début d'HoloLens chez Microsoft. Et on a vu, si tu veux, le fait que l'Internet était en train de rentrer dans des différents niveaux, pas simplement du travail, mais aussi dans l'information qu'on reçoit par ses sens.
C'est des émotions, par les yeux, par les oreilles. Et c'est ça, le métavers, c'est un peu un fantasme. Et moi, j'irais encore plus loin. Pour moi, le métavers, c'est Alice au pays des merveilles. C'est-à-dire que tu voyages et puis tu rentres dans des portes, il y a des mondes, et puis il y a d'autres mondes. C'est quelque chose qu'on a en nous de très profond. C'est comme dans le rêve, en fait. Et effectivement, il y a un risque de cauchemar. Et je voudrais ajouter une chose, c'est des univers persistants. Mais rien que la question, déjà, on ne dirige pas le navire. Il faut être conscient de ça. Tu l'as dit, l'Internet numéro 1, il n'a pas été dirigé ni régulé. Effectivement, on peut le corriger. C'est une création de gens qui avaient une maîtrise technique, des geeks, certains des hackers, et qui ont inventé des scientifiques. Et derrière, il y avait aussi des systèmes militaires et des systèmes de sécurité. Donc l'Internet, il vient de là, et il a été détourné par des gens. Et puis, il nous propose une 3e version aujourd'hui. Et je ne crois pas qu'on le dirige. Le navire est déjà parti. Nathalie, Cyril, ce qui m'intéresse, par curiosité, vous n'étiez pas au cœur du réacteur. Et en fait, ce qui m'intéresse, c'est avec tout le respect que je vous dois, en fait, c'est à quel moment vous avez eu ce déclic il se passe quelque chose d'énorme. Est-ce que c'est un article? Est-ce que c'est les yeux d'un enfant? Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes dit, il se passe quelque chose d'énorme et j'ai envie d'en savoir plus, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie de mener des actions? Quel est vraiment le tilting point chez vous deux? Merci. Bon, déjà, c'est difficile de prendre la parole après autant d'expertise. Donc, moi, je pense qu'en fait, l'évolution, elle est faite d'un mélange je dirais, de gains incrémentaux, comme on dit incremental gains en anglais, et puis de grandes ruptures. Et je pense que de temps en temps, il faut être capable de prendre un peu de hauteur et de voir quand certaines ruptures vont arriver et vraiment changer la donne. C'est pas si simple. Je pense qu'on les observe pas toujours. Je veux dire, le premier lien hypertexte, je suis pas certain que réellement on s'est dit que ça allait changer la donne. Or, ça a changé la donne. Je fais partie de cette génération effectivement qui a essayé péniblement de se connecter sur Second Life, d'être fasciné, voilà. Mais bon, globalement, ça marchait pas. En termes d'expérience globale, la connectivité, les infrastructures, la promesse n'était pas là. Et je pense que là, on a maintenant une maturité technologique globale qui va permettre de faire en sorte que cette expérience et que cette promesse se réalise, se matérialise. Et effectivement, moi, ce que j'ai observé pour répondre à ta question, c'est par exemple, on en a parlé, en 2020, les choses ont continué. Par exemple, le concert de Travis Scott, pour moi, ça a été un fait marquant. C'est-à-dire qu'effectivement, le monde peut être à l'arrêt et pourtant, il peut y avoir des expériences sociales immersives, partagées, qui sont assez extraordinaires. Et on voit bien que c'est une ouverture, une promesse effectivement qui a ses contreparties qui sont associées. Mais voilà, entre mon expérience de frustration frustrante des années 2000 et puis Travis Scott et puis ce qu'on sent qui arrive avec effectivement, de temps en temps on voit des petites ruptures qui n'ont l'air de rien mais qui changent tout. On se dit que là il y a quelque chose qu'il faut suivre effectivement attentivement parce que je pense qu'il y a beaucoup de risques. Je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on va en parler probablement beaucoup plus tard. Mais voilà, c'est pour répondre assez rapidement, c'est cette révolution qui est probablement sur le point d'arriver, aidée aussi par des choses comme les ordinateurs quantiques qui vont permettre une puissance de calcul qui, encore une fois, on ne peut même pas imaginer ce que ça va permettre de faire et comment ça va impacter ses usages. Pour ma part, c'est difficile parce que c'est moi qui vais faire basculer en fait tout de suite, parce que moi, c'est côté évidemment à la fois usage, utilisation. Alors, je reviens pas à mes premiers pas où je faisais ma recherche doctorale, où tout d'un coup, très vite, on va plus en bibliothèque parce qu'on découvre Google, on se dit non, mais c'est un truc de malade. Donc, c'était assez génial et accès justement accès à la science, accès à des centaines d'articles, à des ouvrages immédiatement. Donc, cette connaissance-là, je pense que tout le monde l'a vécu. Il s'avère que le temps passant et les expériences venant, j'ai été, comme vous le disiez, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant 6 ans. Mon mandat s'est terminé au mois de janvier 21 et c'est certainement pendant ces 6 années où avant j'avais le côté très uniquement utilisateur, chercheur, spécialiste d'économie des médias, donc ayant rencontré des patrons, des producteurs, donc le côté très créatif, moi ça m'a toujours embarqué, donc je vous écouterai pendant des heures, donc on pourra appuyer sur le bouton et je ne parlerai pas de régulation, ça m'irait très bien. Malheureusement, il faut quand même que je suis désolée. Et là où j'ai vu en fait finalement la rupture et la bascule, c'est lorsque j'étais en charge des affaires de la partie économie et des affaires européennes, où finalement on parlait de plus en plus de ce qui se passait sur les réseaux
et non pas de moins en moins, parce que la télévision et la radio occupent évidemment beaucoup le champ d'espace de la régulation, mais qu'on était beaucoup sur Internet. Donc j'étais avec l'ancien président du CSA qui avait créé le réseau des régulateurs européens de l'audiovisuel, et nos questions étaient très centrées ou décentrées, si j'ose dire, dans le monde numérique, avec l'arrivée d'acteurs puissants, voire extrêmement puissants, économiquement parlant, financièrement parlant, et dont on s'apercevait que peu à peu, en poser à la fois un rythme, une cadence, tant dans l'innovation que dans le nombre de séries produites, c'est-à-dire que tout devient multiplié, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est en milliards. Oui, quand nous on compte en milliers, on passe même pas en millions d'euros, on est tout de suite en milliards d'euros. Cette surpuissance-là, j'ai vu qu'elle avait un impact, on s'en a aperçu au fur et à mesure qu'elle avait un impact, puisque ces acteurs-là commencent à imposer leurs règles du jeu, et les règles du jeu ne sont pas imposées uniquement, déjà c'est beaucoup dans le champ économique, mais elles commencent à être imposées dans le champ social, et évidemment moi étant au CSA, dans le champ démocratique, et c'est là que je vois ces ruptures-là et cette bascule-là. Alors pardon, ça plombe un peu tout de suite le débat, je le savais bien, hein, mais... Aucun problème. Est-ce que c'est clair, cette petite overview sur les définitions? On répond à des questions ici? Ouais. Super. En fait, j'en viens sur le côté génial du truc. Cyril, tu le disais, Second Life, malheureusement, un peu décevant, quoi. Et maintenant, en fait, on a des puissances de calcul inimaginables. Moi, j'ai passé 7 ans chez Google et les moyens sont colossaux. Si on a des bonnes idées que derrière un marché. On a la possibilité de jouer avec des millions de personnes au même moment et ça plante pas. Et donc, pour toi Cyril et aussi Erwan, maintenant on se dit qu'on peut tout faire. En tant que créateur, tu te dis pas, en fait c'est magnifique, quoi. C'est qu'aujourd'hui on me donne des outils extraordinaires pour créer des mondes magnifiques. Est-ce que tes yeux brillent un peu au quotidien, ou alors à l'inverse tu te dis, oh là, c'est pas facile de tout faire en même temps. En gros, quelle est ta posture de créateur de monde virtuel? Ça va, je pense que je vais faire un peu le pont entre les deux mondes. Je suis à la fois exalté parce qu'effectivement, créer des mondes qu'auparavant on décrivait par le texte, et les gens devaient l'imaginer, que ce soit dans un roman ou en jouant autour d'une table avec des amis, ce que je vous expliquais, de dire maintenant, non, c'est bon, on se branche, entre guillemets, on y va. Je parle même pas de la réalité virtuelle encore, mais simplement, déjà aujourd'hui, on peut être dans un écran, dans un monde 3D, interagir avec une voix qui n'est pas la nôtre, un personnage qui est un avatar qui ne nous ressemble pas, dans un univers complètement fictionnel où on a des pouvoirs peut-être surhumains qu'on n'aurait pas dans la vraie vie, ce qui peut être cathartique, exaltant. Donc tout le spectre de l'imaginaire qui est pas récent, on peut maintenant se l'approprier et interagir avec. Donc ça c'est génial, et ça devient de plus en plus photoréaliste, c'est-à-dire que pendant longtemps c'était un peu pixelisé moche, et puis après c'est devenu des modèles qu'on appelait low poly, donc des humains approximatifs, des espèces de maquettes mal sculptées, mal dessinées. Et puis aujourd'hui, je vais faire un peu de pub pour Ubisoft, mais regardez leurs jeux, on croirait des films. Ça va devenir la norme dans l'univers virtuel qu'on va créer. Et c'est pareil, dans la présentation méta qu'on nous a faite, c'est des personnages très cartoon, un peu dans l'esprit Fortnite. Mais la technologie aidant, et tous les acteurs du jeu vidéo et de l'entertainment et de la technologie sont en train d'aller vers ça, ça va devenir quelqu'un qui ressemble à un être humain de plus en plus proche. Alors, on va s'approcher de ce qu'on appelle la uncanny valley, c'est-à-dire le fait que c'est un humain, mais c'est pas un humain. Il y a des petites choses, notamment dans les attitudes, dans les expressions corporelles, qui font que ça nous dérange et que c'est un robot qui fait peur. Donc là, on arrive chez Asimov. Mais bon, donc tout ça, c'est exaltant. Après, il y aura une partie après sur tous les risques. En tant que créateur, en tant que maintenant chef d'entreprise, pas un projet qui va faire du métaverse, mais création de monde partagé, etc. Je suis très conscient des enjeux de la responsabilité. C'est quelque chose qui... j'ai un certain âge, j'ai des enfants, etc. Je pense à l'avenir. Ça me préoccupe aussi. Donc c'est pas juste c'est génial, amusons-nous, c'est la fête. Voilà. Moi, je voudrais dire ce que tu dis. En fait, oui, ça nous fait briller. Enfin, moi, je préside une commission au CNC. On voit arriver des projets extraordinaires en VR, en AR, en réalité augmentée, en réalité virtuelle. Et en plus, il faut faire un cocorico, pour le coup, se comporte, parce que la France est championne, quoi. Je veux dire, les créateurs français sont excellents
pas simplement en jeux vidéo, mais aussi en création audiovisuelle, interactive, narrative, dans la création pour les musées. Ça veut dire que tu peux visiter, par exemple, les pyramides de Gizeh en restant dans un casque, dans un espace. Et il faut imaginer tout ça mis en réseau. Ça veut dire qu'on soit plusieurs, comme dans un jeu, à visiter les pyramides de Gizeh alors qu'on est chacun chez nous. Et quand tu as fait cette expérience-là, tu te rends compte de la puissance de ce qui est en train de se passer. Et sur le côté photoréaliste, et la France, elle n'est pas simplement forte en création, elle est aussi forte en ingénierie. Moi, j'ai eu le plaisir au KIF d'interroger Marc Petit, qui est le directeur général de Unreal Engine, c'est-à-dire le deuxième ou le troisième ou le premier, je sais pas, moteur de jeux vidéo. Ce sont eux qui fabriquent Fortnite. Il y a énormément d'ingénieurs français. Il m'a sorti 4 de ses collaborateurs qui sont des ingénieurs français, des startups, une qui s'appelle Sketchfab, qui est la première librairie de scan du monde. Donc on a une chance extraordinaire. Ce que Jean-Michel Jarre a dit hier est tout à fait vrai. Il y a une opportunité fabuleuse pour la France parce qu'on a un patrimoine, parce qu'on a des histoires et qu'on a l'ingénierie, l'intelligence artistique pour le faire. Donc oui, on a le regard qui brille. Après, effectivement, une fois que tu as commencé à plonger dans ces univers, tu vois tous les spectres de la manipulation, tu vois les spectres des trucages, tu vois les spectres en fait du premier web, de celui dans lequel on est, où il y a de la désinformation, où il y a du racisme, de l'antisémitisme, où il y a de la manipulation de l'information. Ça, il ne faut pas non plus être naïf. Ça fait partie de l'histoire, et c'est précisément ce que tu as dit au début, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs. Mais il ne faut pas non plus oublier que c'est quand même un rêve qu'on a la chance de vivre. Et il y a un mot qui est revenu plein de fois dans les débats au KIF, donc vous pouvez aller voir ça, c'est sur YouTube, c'est le mot renaissance. Les gens ont l'impression d'être au milieu de la renaissance. C'est-à-dire que c'est des ingénieurs qui peuvent créer des choses. C'est des créatifs qui peuvent travailler avec des ingénieurs. C'est-à-dire, il faut penser à Léonard de Vinci, quoi. Et c'est ça aussi qui est extraordinaire. Et ça, du point de vue-là, on vit un moment extraordinaire. Merci à la famille Créa. Et en fait, il y a le Metaverse, on se l'est dit, hein, c'est pas qu'un monde digital, hein, c'est tout ce qui va avec. C'est aussi la société, l'économie, etc., etc. Donc Internet, pareil. Internet, incroyable. Les opportunités économiques, d'échange, des révolutions sociales qu'il y a pu avoir. Et en fait, peut-être que le Web 3.0, en fait, le Metaverse, va apporter ces mêmes bénéfices, ces mêmes opportunités en fait, à la société. Qu'est-ce qui vous donne, d'un point de vue social, même économique, vous branche et vous anime, quoi. C'est quoi la nouvelle en fait, révolution sociale qu'on est en train de vivre ? Je ne sais pas quelle est la nouvelle révolution, mais c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que aujourd'hui ce que l'on observe et ce qui se projette à nous, c'est des opportunités extraordinaires de création. Moi qui connais bien le milieu de l'audiovisuel en matière de séries, de documentaires, de films, de jeux vidéo, d'animation, de musées. Aujourd'hui, vraiment, le monde de l'univers des industries culturelles et créatives. Alors, on le croise d'ailleurs, on parle de culturel, de création, et en même temps, on évoque l'industrie. Donc, on voit bien que cette mise en système sont vraiment extraordinaires. On peut le prendre sur le plan, sur le plan créatif, on peut prendre sur le plan social. Quand on a parlé des révolutions arabes, cette possibilité, cette faculté que, effectivement, grâce à cette mise en réseau, on puisse communiquer, on puisse échanger, on puisse d'une certaine façon aussi physiquement, ça se traduit par des descentes dans la rue. Ça peut être négatif, mais il y a un parti aussi positif de justement prendre en main sa vie. C'est ce que vous disiez c'est ce que tu disais, pardon, dans ton lancement, et que j'aime beaucoup. C'est aussi cette possibilité de se dire, on est acteur. Donc on est acteur de notre propre vie, on regarde, on participe. Mais évidemment, étant de la famille de Cyril, et de ce côté-là aussi, il y a ce côté de... J'espère. Je caricature pour simplifier le débat, mais... Oui, vous êtes mes frères. Hein. et cette partie-là est extrêmement importante. Et là, je crois que, alors pour le coup, je mets ma casquette à la fois, pas simplement de maman, mais aussi de professeur. C'est-à-dire que je dis toujours, soyez conscients. C'est-à-dire, faites les choses en conscience. Donc, prenez conscience de ce que vous faites, de ce que cela signifie, des conséquences que ça peut avoir aussi. Alors, ça demande d'être un peu adulte. Et lorsque vous n'êtes pas adulte, alors il faut que les adultes vous protègent. Et là, on montre vraiment, et c'est peut-être pas drôle, mais que j'assume très bien, dans ce monde indispensable qui est celui de la régulation, parce que les zones de non-droit sont extrêmement dangereuses et trop sauvages, à mon goût. Oui, rapidement, moi je pense que ce qui est intéressant, c'est de regarder finalement la courbe de croissance du PIB mondial. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des points de rupture dans l'évolution de cette courbe. Il y a par exemple l'industrialisation, ça a été un premier point de rupture. Un deuxième point de rupture, effectivement, c'est la digitalisation. Et je pense que le métaverse
peut-être pas à lui tout seul, mais ce qui est en train d'arriver, je dirais l'accumulation de toutes ces ruptures technologiques vont être potentiellement des nouveaux points de rupture dans la croissance mondiale. Donc c'est quand même, aujourd'hui on a quand même un monde qui est organisé autour de la croissance. Alors est-ce qu'elle est verte, est-ce qu'elle n'est pas verte, est-ce qu'elle est grise, ça c'est un autre sujet, mais qui a quand même besoin de croissance. Rappelons-nous quand même à peu près 10 milliards de perspectives de 10 milliards d'êtres humains sur la planète d'ici à 2050. Ça a besoin de croissance économique pour faire vivre, pour nourrir, pour nourrir intellectuellement et physiquement toutes ces personnes-là, et ça fait faire partie de ces éléments de croissance, de ces relais de croissance. Après, je pense que c'est quand même des belles perspectives en matière d'entertainment, le gaming. Le gaming, finalement, souvent, c'est un lab. C'est un peu le parallèle qu'il y a avec la Formule 1. La Formule 1, c'est un peu un laboratoire de l'automobile. Le gaming, c'est un lab, finalement, technologique parce qu'il s'appuie sur ce qu'il y a de mieux à offrir en termes technologiques. La 3D a été inventée plus ou moins par le gaming et généralisée par le gaming. Donc on voit que si le métaverse arrive à être adopté par le gaming, probablement, il aura un futur dans d'autres usages. Et ces usages peuvent être quand même très nombreux et très positifs. Ils sont positifs sous réserve que ça ne corresponde pas à des régressions des fonctions régaliennes étatiques, notamment des fonctions, par exemple, d'éducation, de sociabilisation. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de démocratie, etc., l'aspect monétaire et fiscal. Mais voilà, tant que ce ne sont pas parce qu'il y a une démission des États ou d'un État mondial, je pense que le métaverse, effectivement, peut apporter une réponse extrêmement complémentaire et inclusive. Et je pense que c'est quand même l'inclusivité des mondes virtuels et quelque chose d'extrêmement vertueux, sous réserve effectivement que ce soit contrôlé, que ce soit mieux contrôlé que le web 1.0 et 2.0. Peut-être pour compléter, ça me semble vraiment important de se dire que le monde de demain que nous rêvons, si ça y participe, il faut qu'il soit meilleur qu'aujourd'hui. Et il faut que cet ensemble soit meilleur. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans un monde de bisounours, mais néanmoins, c'est aussi cette perspective-là que moi, j'aimerais qu'on garde, et d'où l'importance, justement, de pouvoir tout de même maîtriser, même s'il faut laisser la liberté à la création et cet ensemble de possibles auxquels on n'ose même pas le rêver, et ils l'auront fait, et donc ça, c'est fantastique. Mais pour autant, je pense que ça nous a montré, et en tout cas, ce qu'on a pu voir sur le web 1.0 et ce que l'on est par après, ça nous a montré qu'il existait aussi, mais comme avant, il y a eu des guerres, c'est pas le métaverse, et Mark Zuckerberg n'existait pas. Le monde a quand même existé avant lui, et il y avait quand même de très très belles choses. Ce qu'il y a, c'est que cette maîtrise, ou en tout cas cette envie de cadre, n'est pas simplement pour la régulation, mais pour qu'on soit bien certain que le monde qu'on propose, qu'on fabrique et qu'on va après laisser, soit meilleur demain qu'aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est peut-être une finalité politique qui doit vraiment être endogénisée tout de suite. Alors, moi, je vais rebondir. En fait, il y a deux choses aussi qu'il faut dire. La première, c'est que ce n'est pas que l'entertainment qui est concerné. Il suffit de regarder une société comme Dassault Systèmes. C'est une des deuxièmes capitalisations boursières, 60 ou 70 milliards d'euros de valorisation, ou SAP. C'est des gens qui participent de la numérisation et pour Dassault Systèmes aussi de la 3D. Donc c'est de l'industrie. Donc c'est aussi beaucoup d'argent. Ça n'est pas qu'un sujet d'entertainment et de gaming. Et c'est pour ça que ça a un lien direct avec la croissance. Il y a même des gens, le patron de Niantic notamment, qui dit qu'en fait ça va faire des économies considérables dans l'économie réelle. Donc ça va non seulement faire plus de croissance, plus d'efficacité, plus de productivité et des économies dans l'économie réelle. D'autres rajoutent même des économies dans l'économie carbonée. Ça veut dire que plus de numérique et plus de métavers, c'est peut-être à démontrer une opportunité pour aller dans un sens d'un monde moins carboné, donc qui pollue moins. Donc ça, il faut vraiment avoir conscience. C'est pour ça que les chiffres qui paraissent vertigineux en milliers de milliards, en fait, se justifient. Ça, c'est à côté de ça. Effectivement, il faut avoir conscience que Zuckerberg, pour ne pas le nommer, il vient d'un mouvement, un peu les hackers de cet Internet. Ils avaient un motto qui était « Move fast and break things ». Pour eux, il faut avancer vite, il faut casser. C'est ce qu'il a essayé de faire là. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne méthode. C'est la méthode qu'il emploie. Et la démocratie américaine, elle était quand même en danger le 6 janvier de cette année, parce qu'il y avait des gens qui voulaient prendre le Capitole, donc qui voulaient prendre le Parlement. Et ils étaient déguisés en personnages de Marvel. Ils avaient des casques. On aurait dit qu'ils sortaient d'un jeu vidéo que tu avais inventé. Et ça a choqué la classe politique. Et ça a choqué l'Amérique et le monde entier. Et là, on a commencé à se dire peut-être qu'il faudrait un peu réguler, en tout cas mettre des bornes à cette expression de hacker qui en fait casse tout. Et ils ont cassé au passage l'information. Ils ont cassé au passage
une partie du débat démocratique américain. Et ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a une question que le Parti démocrate a posée pendant la campagne, qui est comment on va réguler. Il y a l'instance de contrôle de la concurrence aux États-Unis qui est en train de se dire comment on va réguler. Il y a l'équivalent du CSA qui travaille aussi à la régulation. Donc il y a aujourd'hui, nommé par l'administration Biden, des gens qui réfléchissent concrètement, et c'est des gens de très très haut niveau. Évidemment, la Silicon Valley, qui a créé une richesse extraordinaire, n'est pas d'accord. Parce que cette richesse, ils veulent la protéger. Elle a été construite sur l'absence de régulation. Move fast and break things avant que la régulation arrive. Donc évidemment, il y a une bagarre en ce moment. Mais il faut penser aussi que cette régulation, elle va nous protéger. C'est ça le débat. Et c'est pour ça que je posais la question, mais qui dirige? En fait, tu l'as donné, c'est nous. C'est à nous de réagir. Eh bien, allons-y. Allons-y dans la régulation, grosse partie effectivement du sujet. Dans une logique d'éducation, Nathalie, ce serait super si tu pouvais nous donner un peu les grandes lignes des régulations existantes. Quel est le rôle du CSA rapidement, le DSA, le DMA, où on en est, et on a parlé des US, c'est hyper intéressant. Qu'est-ce que la Section 230, le premier amendement, qui en fait... ce sont le premier amendement américain et la Section 230 qui sont aux US, ça nous touche directement. Donc si tu pouvais nous déchiffrer l'ensemble, comme ça on a une base de travail commune et on avance. Peut-être en quelques mots, donc, le CSA, donc, c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui a pour objectif d'appliquer la loi de 1986, qui est la garantie de la liberté de communication, donc, et d'expression à la fois sur les radios et les télévisions. Et puis, donc, il a fêté récemment ses 30 ans. Et évidemment, depuis quelques années, on voit fleurir ces plateformes. Donc, je vous le disais tout à l'heure, il y a le réseau des régulateurs européens qui s'est réuni. Donc, ils se sont mis tous autour de la table et mis en place finalement toutes les problématiques qui se trouvaient. Alors, le but du jeu, c'est de conventionner des chaînes de télévision, donc en échange en fait d'une allocation de fréquences gratuites, les chaînes de télévision traditionnelles de la TNT que vous connaissez, tant le service public que pour les chaînes privées et payantes, on leur met à disposition donc cette fréquence gratuite, et donc ils ont un certain nombre d'obligations. Alors, une obligation de participer au financement de la création par une extraction de leur chiffre d'affaires qui va au CNC. Donc, c'est tout le modèle de la création qui est derrière, qui est extrêmement important, et aujourd'hui qui est d'ailleurs beaucoup remis en cause, mais on ne va pas beaucoup bousculer, en tout cas sans être remis en cause, mais extrêmement bousculé par l'arrivée des nouveaux acteurs. On va laisser ça de côté. Et puis, l'autre particularité, c'est cette égalité de pluralisme. Ça aussi, en période électorale, c'est extrêmement important. Et puis, il y a le côté aussi de chaînes de télévision qui s'engagent sur des missions dites sociétales, donc donc protection des mineurs, protection de la jeunesse, lutte contre l'homophobie, évidemment les discours antisémites, représentation des femmes sur les écrans. Donc ça, en fait, les missions, ce sont éducation aux médias, bien entendu. Donc les missions, on s'aperçoit sur une trentaine d'années, en fait, ont beaucoup évolué, tout simplement parce qu'elles sont en accord avec la société, et la société évolue. Donc à chaque fois, le CSA se prend des missions supplémentaires pour être complètement en adéquation. Par exemple, le MeToo, la question de la femme, eh bien, les CSA étaient là, hop, mais nous on a déjà travaillé dessus et on a beaucoup avancé, et on essaye en fait d'obliger et de pousser les chaînes de télévision à miser la question de l'accessibilité aussi. Et puis depuis plusieurs années, les plateformes de partage de vidéos ont complètement envahi l'espace tant de divertissement qu'informationnel. Et dans cet nouvel espace qui se reconfigure, eh bien, il fallait bien que la règle, en fait, le cadre dans lequel les chaînes de télévision qui elles-mêmes ont des sites internet, donc c'est MyTF1, donc ça veut dire que la vie de la TNT se prolonge en ADSL, eh bien, soit régulée pour qu'on puisse avoir cette entente d'échange qu'il y a pu y avoir entre l'instance de régulation qui doit garantir la liberté de communication, évidemment dans un cadre, et que les chaînes de télévision signent des conventions avec le CSA pour que ce cadre soit respecté par les uns et par les autres. Dans le monde de l'Internet, évidemment, il y a des milliers, des millions, voire des milliards de sites. Ça devient quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, depuis, ils ont réfléchi, et pour aller vite, au final, il y a une extension du champ de compétences du CSA, qui a été votée il y a 2 ans. On a une transposition de la directive de services de médias audiovisuels qui permet de faire entrer dans le champ de régulation du CSA les plateformes de partage de vidéos,
sociaux et les réseaux sociaux. Dès lors, on voit bien qu'on essaye déjà d'élargir les pouvoirs du CSA pour finalement étendre son champ de compétences, tout simplement, pour qu'ils puissent jouer dans la cour et faire rentrer dans la cour les plateformes. Et une fois qu'elles y sont, de leur dire maintenant, on va conventionner avec vous. Alors, c'est complètement vain d'imaginer qu'on va appliquer, et d'ailleurs, c'est pas du tout l'objet d'appliquer, de signer les mêmes conventions que l'on faisait avec les chaînes de télévision qu'avec les plateformes. Mais néanmoins, en tout cas, on a besoin de coopérer, de discuter. Donc le premier point de coopération, de discussion, de mise à disposition, en tout cas de leur demander de mettre à disposition des moyens techniques et financiers, techniques et humains, c'était dans le cadre de la lutte contre les fake news en 2018. Donc première loi lutte contre les fake news du 18 décembre 2018. 1er juillet 2021, élargissement de l'escarcelle du CSA. Et transposition de la directive, ou là, obligation de conventionnement avec les chaînes de télévision. Et puis, ce qu'il y a dans le tuyau, ce que tu disais à l'instant, c'est à la fois la directive SMA, Digital Service Act, je ne sais même plus le dire en français, et Digital Market Act. Et finalement, il y a deux grandes ambitions. C'est d'une part que ces plateformes modifient en fait leur statut, c'est-à-dire ils ne puissent pas se cacher toujours vers l'idée je suis qu'un hébergeur, moi il peut circuler ce que vous voulez dans les tuyaux, c'est pas mon business. Si, en fait c'est ton business, parce que quand tu t'appelles Facebook et tu as 2,5 milliards d'individus et que tu as des gens qui utilisent ça comme une place publique et finalement c'est la première agora du monde, oui, c'est possible. Quand tu tractes toutes les données des individus et que finalement après tu revends des services, tu fabriques de nouveaux services, tu prends des données sans le consentement des individus, on pourrait décliner ça à l'infini. Quand il y a des discours de lutte contre de haine, de discours haineux, tu les arrêtes et qu'ils disent non, je ne peux pas les arrêter. Et puis en fait, en même temps, vous tapez sur Google femme nue, je vois pas la photo. Donc ça veut bien dire qu'ils arrêtent ce qu'ils veulent bien arrêter et ne pas arrêter ce qu'ils ne veulent pas arrêter. Donc il y a toute une économie totalement nouvelle que le CSA doit compléter en termes de connaissances, comme les autres instances. Il y a la CNIL qui a mis en place le RGPD, il y a beaucoup d'autres instances qui sont présentes, mais qui tentent en fait justement à la fois d'améliorer leurs connaissances et de mettre des moyens qui soient en adéquation avec ces nouveaux acteurs qui ont une puissance, une fois encore, de frappe tellement grande que vous avez, pour ne pas toujours citer le même, mais en tout cas certains, c'est la puissance des plateformes qui sont plus importantes que les États. Donc, ce qui fait que quand même ils passent devant des commissions, devant les États, ils sont plus puissants, ils ont un PIB qui est supérieur à de nombreux États. Donc c'est là que la superpuissance doit absolument être maîtrisée, puisque les pouvoirs régaliens ne peuvent plus s'expliquer. Je voudrais aussi rajouter que les citoyens ont un rôle considérable. Parce qu'on a vu avec Frances Haugen, cette lanceuse d'alerte, qui est une ancienne de Meta, enfin de Facebook, qui sort les documents, qui va témoigner non seulement devant le Sénat américain, mais aussi devant la Commission européenne. C'est qu'en fait, l'Europe, probablement, a une carte à jouer. Il y a eu un règlement qui s'appelle la RGPD, qui a déjà essayé de régler un certain nombre de choses, et c'est unique au monde. Il y a eu des pays moins démocratiques qui ont des pratiques tout à fait différentes, qui contrôlent les serveurs. La Chine, par exemple, qui a bloqué tout l'Internet, disons, d'origine américaine, aux frontières de la Chine. En Europe, on a une tradition démocratique, on a des parlements, et c'est à ce niveau-là, probablement, que c'est en train de se jouer. D'ailleurs, les lois auxquelles fait référence Nathalie sont des lois européennes qui sont ensuite transcrites dans le droit national et qui sont prises en charge par des autorités de régulation. Et c'est aux citoyens, et c'est pour ça que l'histoire de Frances Haugen est formidable, parce qu'elle est en train de faire basculer les opinions publiques, parce que si demain on dit qu'on ne veut plus aller sur ces plateformes ou qu'on refuse que nos données soient utilisées à n'importe quoi, il n'y a plus de modèle économique. Et elle l'a dit, le problème c'est le modèle économique qui est derrière, et il y a un arbitrage systématique. Elle dit pas qu'il faut les détruire, elle dit qu'il faut les réguler, et qu'il faut que leur modèle économique ne soit pas construit sur l'exploitation des données. Et c'est le risque qu'on a dans le métaverse aussi, en plus grand. Oui. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que moi je partage complètement ton point de vue. Je pense que l'Europe a une énorme carte à jouer, doit jouer sa carte et absolument imposer la politique qu'elle souhaite, c'est-à-dire pour ses citoyens, qu'est-ce que nous on veut, et qu'on ne se soit pas imposé par d'autres règles ou d'autres acteurs. Mais les Américains on s'en conscient aussi, puisqu'effectivement la patronne d'ailleurs ce sont des femmes, c'est très intéressant à regarder, de la FTC, et Linda Khan, et qui est une jeune
femme extrêmement juriste, économiste, extrêmement brillante, qui avait fait sa thèse de doctorat sur Amazon et qui connaît sur Amazon et qui a complètement décortiqué le système économique, les modalités vraiment du two-sided market, vraiment de la puissance économique, comment fonctionnent les effets de réseau, comment ils se démultiplient, comment finalement en tractant les données, ils construisent leur modèle économique. Et à l'aune de ça, elle aussi avait l'air quand même de prôner beaucoup, en tout cas elle a été mise en place par Biden. Et donc ça veut bien dire, je ne sais pas si on arrivera au démantèlement un jour, mais en tout cas c'est à la prise de conscience de la puissance de ces plateformes aujourd'hui. En fait, c'est la surpuissance même, la question. C'est tout à fait la surpuissance, c'est l'hégémonie en fait, c'est le fait de se faire imposer, c'est une position dominante dont ils abusent. La bourse, les 5 plus grosses capitalisations boursières, c'est des sociétés qui viennent de cette économie-là. Elles font plus de 2000 milliards chacune de valorisation boursière. C'est vertigineux, on n'a jamais vu ça. Est-ce que ça te rassure, ça, Cyril, toutes ces régulations, ces lois, ces projets, ces acronymes? Est-ce que pour tes enfants, t'es rassuré? On peut saluer et reconnaître les efforts. C'est-à-dire qu'il y a clairement énormément de mobilisation à différents niveaux, à différents types de granularité. Mon inquiétude, elle est que, à la limite, en tant que citoyen observateur, elle est qu'on continue d'être avec les outils du passé et des outils qui sont dépassés. J'ai quand même l'impression que on continue à essayer de légiférer avec des codes qui peuvent être nationaux, qui peuvent être transnationaux, mais alors que finalement le monde il est ailleurs déjà, le train est déjà parti, c'est toi qui disais, le métaverse il est déjà là, et pourtant on a encore nos réflexes, notre arsenal juridique, voire même notre découpage du monde dans la tête, avec la Chine d'un côté, les Américains d'où ça vient, et puis un peu l'Europe entre les deux, qui n'a pas vraiment envie de légiférer, mais en même temps qui a envie d'être progressiste. En fait j'ai l'impression que ce découpage du monde, il est plus adapté. Et je pense que c'est ça le sujet du métavers. C'est que si le 1.0 c'était finalement de connecter des pages, le 2.0 c'était de connecter des utilisateurs, les hommes, les réseaux sociaux, le 3.0, je crois que la définition n'est pas encore très claire, mais c'est de connecter des univers, connecter des mondes. Et je pense que l'opportunité donnée par le métavers, c'est justement de remettre à plat les fondamentaux dont on a besoin pour cette économie numérique. Je pense que le métaverse va voir un espèce de transfert économique de l'activité humaine, du réel, effectivement, vers le virtuel, avec des problématiques, encore une fois, la monnaie, c'est fait, je veux dire, la monnaie, même plus, sauf à ce qu'on l'interdise, mais je ne suis pas certain. En tout cas, la monnaie, c'est fait. Donc c'est ça qui permettra de transporter des objets de l'univers réel à l'univers virtuel, voire entre les univers virtuels. Et ça, c'est important, parce que l'interopérabilité des univers avait besoin de la crypto-monnaie pour exister. Voilà, c'est un fondamental qui existe. Et donc maintenant, je pense qu'il faut qu'on se pose la question de cet univers qui n'a peut-être pas d'État, peut-être pas de continent, pas de région, de quoi il a besoin. Moi, je pense qu'il y a un point qui est assez fondamental, dont j'en entends pas assez parler, c'est l'identité numérique. Je pense que la responsabilité des utilisateurs de ces univers numériques, elle pourra être réellement engagée que quand leur identité sera parfaitement connue. Alors, est-ce que ça doit être la même identité que l'identité dans l'univers physique? À la limite, j'en sais rien. Mais je pense que je pense que bâtir des lois, bâtir de la fiscalité, bâtir une monnaie sans se poser la question finalement des utilisateurs. Qu'est-ce qui définit un utilisateur? J'ai presque envie de dire, c'est presque vain. C'est une observation. Moi, je suis très prudent sur la monnaie. Quand tu dis la monnaie c'est fait, je crois que c'est probablement on va voir si c'est fait. Quand justement Meta a voulu faire sa monnaie, Libra on l'a pas encore vu, et précisément parce que là on est au cœur du régalien. La sécurité c'est pas fait. En tout cas, on se rend bien compte avec Pegasus qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à se rendre compte que le fait de pouvoir tout utiliser, tout écouter, tout manipuler, ça peut poser des vraies questions. Le gouvernement français se pose la question, parce que quand ils se sont rendus compte que des ministres étaient, on pouvait les suivre, écouter à distance. Voilà. Je pense qu'il y a des questions régaliennes au cœur, la sécurité, la défense, la monnaie, qui sont sensibles. Alors évidemment, il y a déjà des gens qui sont dessus de manière... je ne sais pas si elle est illicite, c'est qu'en fait, il n'y a pas de loi. Donc, ils ne sont pas hors la loi, mais ils sont déjà présents. Et puis, derrière, il y a effectivement l'économie. Ce qu'on voit justement sur le métaverse, dans les jeux où on crée des NFT, dans l'art, où on fait des collections avec des monnaies virtuelles, il y a des valeurs extraordinaires. On voit petit à petit les acteurs économiques s'y intéresser et du vrai argent, entre guillemets, à investir dans du virtuel. Et là aussi, j'en profite à chaque fois pour faire un petit peu de cocorico. Il y a une boîte française qui s'appelle The Sandbox, par exemple, qui fait un jeu qui est pour le coup
s'affirme comme un métaverse, qui n'est pas hyper réaliste complètement, c'est un peu des carrés, mais c'est assez extraordinaire quand on regarde le modèle, parce que en fait, les créateurs sont rémunérés, ils prennent 95% de la valeur en NFT. Là aussi, on se rend compte que c'est extraordinaire. Ça pose des tas de questions sur la distribution de la création, sur la création. Tout ça parce qu'on a derrière de la blockchain et des smart contracts. Et là, on revient bien à cette idée que, je ne sais pas qui dirige le navire du smart contract, mais la blockchain, elle n'est pas non plus régulée. Mais elle peut changer énormément de choses. Et donc, on est vraiment, effectivement, et je te rejoins complètement, à un moment donné où les anciens modèles sont difficiles à appliquer à ce qui est en train de se passer. Le smart contract, il fait que finalement, les intermédiaires sont plus très utiles. Et puis, on peut valider que tu es propriétaire de la première copie ou la première instance d'une chaîne de valeur. Et ça change énormément de choses. Et allez vous balader sur The Sandbox, qui la semaine dernière a eu une levée de, je crois, 100 millions par SoftBank. Ils ont une monnaie à eux, ils battent monnaie, elle s'appelle The Sand, donc un bout de sable, un grain de sable. Et j'ai lu, parce qu'on ne sait pas quelle est la valorisation de The Sandbox et on ne sait pas quelle est la valorisation du Sand, que c'était peut-être 2 milliards de dollars cette monnaie. Donc c'est du vertige. À s'amuser à créer des jeux et à acheter des terrains immobiliers et à faire des jeux et à avoir une rémunération en vrai argent, c'est un peu ce qui est en train de se passer. Et ça, je pense qu'il y aura une réaction de la régulation quand même, parce que là on touche quand même à la valeur économique. Je sais pas comment tu vois ça, toi. Oui, tout à fait. The Sandbox donc, s'inscrit dans la mouvance des plateformes qui est hyper dans le jeu vidéo, très populaire en ce moment. Ça a surtout éclaté en 2020 avec la valorisation de Roblox, qui est entrée en bourse en 2021, qui est une grosse plateforme américaine de partage de création de jeux pour les enfants par les enfants. Et qui veut faire de l'éducation en plus. Et qui veut faire de l'éducation, voilà. Roblox, ils ont été valorisés, je vais pas faire tout son historique, mais à 45 milliards de dollars en entrée en bourse, ce qui est beaucoup plus que la plupart des gros acteurs du jeu vidéo que vous connaissez institutionnels. Il a 63 depuis la semaine dernière. Il a 63 depuis la semaine dernière. Donc, ils existent depuis 2004, mais c'est vraiment dans les 2 dernières années qu'ils ont explosé. Covid, partage, plateforme, mise en avant. Donc on les considère comme un mini metaverse, même si ça ressemble à du Lego. C'est des gros blocs, etc. Mais c'est très intéressant. Enfin bref. Non, je voulais rebondir. Maintenant, on est dans la partie pourquoi le metaverse, c'est pas aussi. Enfin, faut y aller prudemment. Il y a plein de sujets abordés qui sont vraiment passionnants. Donc je vais pas entrer dans tous les domaines qui sont liés à la vraie industrie, économie, etc. Parce qu'il y en a plein, puis vous êtes certainement meilleur que moi là-dessus. Par contre, en me replaçant dans le domaine de l'univers ludique qu'on crée et qu'on partage, le métaverse tel qu'on l'imagine, ou tel qu'en tout cas on le vend là aujourd'hui avec la réalité virtuelle, où on est tous projetés avec un avatar 3D qui nous correspond, c'est en fait un multiplicateur de tout ce qu'il peut y avoir d'horrible sur les réseaux sociaux et sur les communautés en ligne aujourd'hui également. C'est-à-dire que la toxicité qu'on peut ressentir quand on reçoit des messages écrits, ou quand on a des photos insultantes, ou quand les photos qu'on a sont détournées, imaginez ce que c'est quand c'est vous en 3D qui vous déplacez dans un espace avec d'autres personnes en 3D qui physiquement ne peuvent pas vous frapper, mais enfin peuvent faire des choses qu'on voit déjà dans certains jeux vidéo, particulièrement humiliantes. Donc déjà ça, c'est un truc qui n'est pas très agréable. Et ça pose la question de la régulation. Filtrer des photos, filtrer des textes, c'est très bien. On peut faire des moteurs de recherche, des algorithmes, des IA peuvent faire ça pour nous et puis un peu mâcher le travail. Mais quand il va s'agir de gens qui se déplacent dans des espaces 3D et qui font un peu tout et n'importe quoi en termes d'apparence et d'attitude et de mouvement et de phrases prononcées et de sons émis, etc., ça va être un cauchemar technique et logistique pour pouvoir dire je regarde tout ce qui se passe pour éviter qu'il y ait des dérives. Et si je commence à regarder tout ce qui se passe pour éviter qu'il y ait des dérives, est-ce que je ne suis pas en train d'entrer dans un monde de Big Brother où en fait, dès que je vais être dans un monde virtuel, je vais être fliqué en permanence. Toutes mes données que je donne déjà beaucoup dans les réseaux sociaux, ça va être encore plus. C'est-à-dire que les gens sauront en permanence où je suis, ce que je fais et comment je me comporte. Et donc j'aurai des fichiers partout et pas détenus par des États, mais détenus par des sociétés. Donc tout ça, vous imaginez le multiplicateur de... Il faut avoir ça en tête quand on se dit on va créer un monde virtuel dans lequel on va tous s'amuser, danser ensemble et voir des concerts et ainsi de suite. Parce que tous les comportements devraient être surveillés et s'ils le sont, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, je voulais juste rebondir sur ce point-là qui est pour nous au cœur de nos réflexions. Et d'ailleurs, justement, toi en tant que créateur, quels sont un peu les outils, les réflexions, les guidelines que tu te fixes ? Parce que ce qui est amusant dans l'industrie du gaming, c'est pour toi, j'en parle avec modestie, mais l'industrie du gaming au départ c'est des passionnés, c'est pas des businessmen. Là on arrive sur des valorisations énormes. On vous arrive sur un moment donné où c'est drôle, c'est sympa et en plus on peut gagner de l'argent, c'est génial. Il y a des gens qui passent des heures et des heures à construire des mondes Roblox, sur Fortnite, etc. Je vais pouvoir le vendre, c'est quand même fou. Et donc toi dans ta logique de créateur, comment tu
comment tu crées un produit justement qui est un peu plus sain, safe et un peu moins justement dangereux comme on peut le voir aujourd'hui? Alors j'ai 3 points importants qu'il faut mettre en avant pour ça. La première, c'est la responsabilité de la société qui va créer le monde virtuel. Au sens, même si on fait du divertissement, il y a toujours des valeurs et des messages politiques qui passent à travers ce qu'on est en train de créer. Toujours. Il faut en être conscient. Et quand c'est inconscient, c'est souvent nocif ou dangereux. Quand on dit non, c'est juste pour rigoler, mine de rien, il y a des messages. Un truc tout bête, je vais prendre l'exemple de Fortnite parce que c'est le plus inoffensif qu'on puisse penser. La plupart de vos enfants ados doivent y jouer, c'est très coloré, c'est sympa, ils dansent, ils sautent partout. On a l'impression qu'ils font des batailles de paint gun, enfin d'armes inoffensives, mais un choix des développeurs de Fortnite qu'on pourrait remettre en question, c'est ils ne se tirent pas dessus justement avec des boules de peinture, hein. Ils ne se tirent pas dessus avec des fléchettes en forme de fleurs, ils se tirent avec des vraies armes dessus. Et à la fin, il doit en rester qu'un. Bon. Je ne dis pas du tout que c'est un jeu horrible, qui fait l'apologie de la violence, qu'il faut arrêter d'y jouer, que tous vos enfants vont devenir psychopathes. C'est pas du tout l'idée. Hein. Mais simplement, c'est un choix qui a l'air anodin, mais qui envoie derrière un message du type c'est très bien d'avoir des armes à feu, c'est très bien de tirer, c'est très bien de dire je suis le dernier parce que c'est un monde compétitif et j'ai réussi à tuer tout le monde parce que je suis le meilleur et je passe le plus de temps possible à m'entraîner pour devenir le meilleur dans ce monde-là. Bon. Donc voilà, c'est les valeurs que Fortnite véhicule parmi plein d'autres qui sont géniales, y compris la diversité, etc. Donc, mais je pense pas qu'ils en étaient conscients. Que c'était entre guillemets une valeur politique affichée. À l'origine, il disait c'est comme Battle Royale, le film qu'on a tous trouvé génial où ils s'entretuent sur une île. Et tout le monde a dit ah oui, c'est marrant. Oui, et puis c'est vrai que un monde où tout le monde se tire dessus avec un AK-47, ça fait pas rêver. Ça fait un peu moins rêver. Donc voilà, donc c'est juste. Et je fais vraiment pas le procès de Fortnite. Hein. C'est un jeu qui a énormément de valeurs positives, donc c'est pas du tout ça. Mais simplement, voilà, faut en être conscient. Voilà. Donc quand on crée un univers virtuel. Il y a vraiment un questionnement à se poser. On est qui en tant qu'entreprise, en tant que collectif de gens qui travaillent sur ce monde? C'est quoi nos valeurs? Est-ce qu'on veut proposer ce monde-là aux gens? Alors si c'est un monde très sombre, très négatif, très dépressif, est-ce que c'est une satire de la société? On veut que les gens réfléchissent, mais on les prévient que c'est un monde qui peut être offensant et hostile. Et si c'est un monde très bisounours, très coloré, très sympa, avec que des valeurs positives, en disant voilà un monde rêvé, enfin une utopie qu'on vous propose, Disney, un monde on aimerait bien qu'on vive tous dans ce monde-là, c'est super, mais voilà, mais faut être entre guillemets être conscient des messages. Donc ça c'est un premier point qui est important, hein, je le souligne vraiment, ça va être au cœur des discussions de la création. Quel est le message qu'on fait passer? C'est quoi les thèmes qu'on adresse? C'est quoi nos valeurs? Et est-ce qu'on les transmet bien à la fois dans les gens qu'on recrute dans la société, mais aussi dans le jeu qu'on fait et qu'on propose? Le deuxième, c'est faire confiance à la communauté, leur donner les moyens de s'autoréguler. Alors oui, c'est la porte ouverte à la dénonciation anonyme, c'est la porte ouverte au MeToo, c'est la porte ouverte à des choses qui peuvent être un peu choquantes pour des gens de ma génération qui se rappellent, qui ont étudié à l'histoire et qui ont eu des grands-parents qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale. Donc la dénonciation, c'est pas bien, mais d'un autre côté, la dénonciation, ça permet de flaguer, donc de mettre une étiquette sur les gens qui ont un comportement déviant. Voilà. Quel lapsus. Donc voilà, donc du coup, avoir des outils où effectivement, et là je trouve très intéressant ce que tu disais sur une identité numérique qui évite l'anonymité. Ça c'est génial, parce que là du coup, ce reporting, le fait de dire attention, j'ai assisté à quelque chose et c'était pas bien, c'était effectivement de l'homophobie, du nazisme, du harcèlement sexuel, tout ce qu'on veut, c'est plus anonyme. Donc ça réduit vachement ça devient un témoignage comme si on allait porter plainte à la police, qu'on était témoin d'un accident, d'un crime, etc. Donc je trouve ça très intéressant. Mais voilà, donc faire confiance à la communauté et leur donner les moyens de dire ah attention, je l'ai vu une main, il s'est passé quelque chose et ça ne devrait pas être tolérable. Donc allez vous les propriétaires de ce monde virtuel qui ont beaucoup d'argent mais qui n'ont pas 200 millions de personnes qui surveillent en permanence ce qu'on fait parce que ça ne serait pas très bien, allez jeter un œil, regardez ce qui s'est passé là. Donc ça c'est le deuxième point, c'est vraiment faire confiance à la communauté. Et puis le troisième, c'est là ce qu'on essaie de faire, mais alors là ça demande des moyens humains, etc. C'est contrôler ça nous-mêmes avec des agents humains, mais aussi avec des algorithmes, des intelligences artificielles qui vont essayer de trouver des patterns, enfin entre guillemets, pour identifier les comportements toxiques, les propos offensants, tout ce qu'on voudrait éviter dans ce monde, les gens qui vont dessiner des sexes ou des svastikas partout, voilà, ce genre de choses. Moi, je voudrais dire qu'il y a déjà des gens dans les médias, dans la culture qui ont fait ce travail. Je parlais de Disney. Disney est connu pour avoir un univers un peu, comme tu dirais, bisounours, taureau. Il suffit d'aller dans un Disney Center pour s'en rendre compte. Mais ça existe, donc c'est possible. On peut penser aussi à Snapchat. Snapchat, ils ont réussi à isoler l'information officielle et à éviter les groupes qui partent dans tous les sens. Et c'est précisément ce qu'on reproche à Zuckerberg, c'est de ne pas avoir contrôlé les groupes ou d'avoir régulé ou auto-régulé les groupes.
Et effectivement, une partie de la réponse, elle vient de l'intelligence artificielle. Si on a ce niveau de connaissance quasiment granulaire de ce qui se passe, effectivement, on a une capacité de prévenir et ensuite d'interdire ou d'anticiper. C'est-à-dire qu'on commence à voir des gens qui collectionnent des insignes nazis. Il y a des chances que le nazisme les intéresse. Donc ça, c'est des choses qu'il faut anticiper, mais c'est une responsabilité. C'est de l'argent, c'est ce que dit tout le temps Zuckerberg. Moi, j'ai plein de gens qui vérifient. C'est un investissement, c'est plus le même modèle économique, c'est plus le free ride, c'est une responsabilité comme un éditeur, ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle être un éditeur. Je ne publie pas n'importe quoi, je ne fais pas n'importe quel film, je ne fais pas n'importe quelle œuvre. Et je voudrais insister sur un autre point, c'est qu'on a aussi la chance, en particulier en France, d'avoir un héritage. On a des bibliothèques, on a des musées, on a des gens qui savent tout ça. Et donc, on a un savoir extraordinaire et il faut l'utiliser aussi parce que ça veut dire qu'on ne va pas refaire 2 fois la même erreur. Il y a même aujourd'hui des musées qui postent et qui publient des œuvres où on voit des nus. Ils les postent sur des réseaux où on les autorise à passer des nus. Sur OnlyFans, je crois. Il y a un musée, des musées. Voilà. C'est pour dire qu'on va pouvoir s'adapter et que les plateformes et les plateformes ou les mondes du métaverse devront commencer à respecter des règles d'édition. Voilà, je suis responsable, je suis éditeur, j'ai un risque pénal si je fais une erreur, et puis je peux aller en prison. Et effectivement, il y a un certain nombre de gens aujourd'hui qui ont pris l'habitude, notamment dans la Silicon Valley, de penser que la prison, ça n'existe pas, que c'est une idée du passé. Et un jour, on les verra aller en prison parce qu'il y aura eu soit des crimes, soit des choses inacceptables qui ont été faites. Et ce que dit Francis Hogan, c'est ce qui se passe sur les adolescentes sur Instagram, c'est intolérable. On ne peut pas dire à une jeune fille qui est anorexique qu'il faut qu'elle continue à voir des images qui lui disent qu'elle est laide, parce qu'on la mène au suicide. Et ensuite, ils ont fait ces sondages, ils ont montré qu'aux États-Unis et en Angleterre, il y avait un taux de suicide ou de pensée suicidaire chez des jeunes filles qui étaient anorexiques, parce qu'elles voyaient des photos sur Instagram. La question, c'est est-ce que Instagram est un éditeur comme un autre ? Un mot pour la fin, Nathalie, Cyril. Peut-être effectivement pour compléter, c'est tout l'enjeu, il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas c'est un enjeu important du Digital Service Act qui est dans les tuyaux sur lesquels ils travaillent, sur l'idée justement de responsabiliser absolument les plateformes. Aujourd'hui, elles ont des devoirs de coopération avec les régulateurs nationaux. Elles ont aussi l'obligation de moyens, je vous le disais, techniques, mais aussi de moyens humains. Et Zuckerberg ne peut pas dire qu'il met aujourd'hui, et les autres, mais en l'occurrence lui, parce que c'est le plus puissant, qui met en place les moyens. Non, il ne les met pas. Il ne met pas les moyens. Il décide de mettre son argent ailleurs. Quand il crée le métaverse, il met des milliards et des milliards de dollars. Donc il a tout à fait les moyens d'embaucher des gens. L'affaire de Christchurch, le massacre, ça a duré 17 minutes, accessible en vidéo sur YouTube. Et que tous les gamins, on voit sans régulation, centième, et à la fin c'est apologize, je suis vraiment désolée. Ouais, certainement pas autant que l'ensemble de la société. Donc effectivement, il faut absolument remettre cette régulation. Et peut-être un petit bémol sur ce que vous disiez tout à l'heure sur finalement les lois, vous êtes peut-être optimiste, mais tout ça, je suis d'accord avec vous que ça met beaucoup de temps. On voit bien, la loi est toujours bien derrière et le gendarme est toujours bien derrière le voleur. Il arrive après, c'est bien connu, n'y voyez pas de lien métaphorique là-dedans, mais il est vrai qu'il arrive derrière, mais néanmoins, on a mis beaucoup de temps à installer des régimes démocratiques. Ça prend du temps. Ça prend du temps de discuter, ça prend du temps de coopérer, ça prend du temps de faire comprendre. Une loi, c'est pas juste un ministre un jour dans son coin qui se dit bon attendez, faut faire une loi là-dessus, allez hop, on va vite. C'est pas vrai. Il y a un débat parlementaire. Les parlementaires sont des représentants de la République, des représentants des citoyens, et c'est aussi pour ça que ça prend du temps. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qu'il faut absolument pas lâcher. Peut-être qu'il faut accélérer, c'est même pas peut-être, c'est sûr. Il faut toujours accélérer, mais néanmoins, on peut accorder quand même le fait que ça soit extrêmement difficile. Et une démocratie, c'est très long à monter et finalement, ça se démantèle extrêmement rapidement. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Non, je ne dis pas qu'il faut lâcher l'effort sur le législatif. Je pense qu'il faut peut-être réfléchir à plusieurs angles. Un angle qui me paraît important, c'est d'avoir des libertés de choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est quand même très compliqué de ne pas être sur Instagram, de ne pas être sur Facebook, de ne pas être sur LinkedIn. Et finalement, il y a relativement peu d'alternatives qui présenteraient des fondamentaux assez différents. Encore une fois, effectivement, l'identité, oui ou non, bonne chose, mauvaise chose, mais en tout cas que les gens soient comptables.
Je pense qu'on est tous comptables vis-à-vis de la société sur notre comportement dans la vie réelle. Ce qui me frappe, c'est que finalement, on est peu comptable de la façon dont on se comporte dans la vie numérique. Et si on se dit que le métaverse, encore une fois, pour reboucler, ça va être un accélérateur de l'activité humaine, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit commerciale dans le numérique, il faut absolument, absolument qu'on crée des univers dans lesquels les gens, les utilisateurs, soient comptables de leurs actes. Moi, j'arrêterais de penser en permanence la responsabilité des éditeurs. Moi, je ne sais pas si, en fait, justement, je suis d'accord avec cette notion d'éditeur. C'est des créateurs d'univers. Et à un moment, je veux dire, c'est comme si on disait c'est de la faute de Dieu si j'ai fait une connerie. Alors, je ne veux pas dire que Mark Zuckerberg est un... voilà, mais à un moment... Voilà, je pense qu'il y a des notions finalement de créateurs, et puis à un moment il y a des gens qui interviennent, qui doivent effectivement être comptables vis-à-vis des autres dans les conditions d'utilisation, mais c'est essentiellement des notions de gouvernance, je pense, qui ne sont pas suffisamment bien posées, qui ne sont pas posées suffisamment tôt, et effectivement on court derrière avec beaucoup d'efforts, beaucoup de moyens, alors que si finalement chacun des utilisateurs était un régulateur également des plateformes, finalement je pense que le pouvoir serait largement décuplé. Oui, moi je pense que c'est vraiment le cœur du débat. Il faudra en faire un autre. Oui. Hein, et c'est un débat qui est politique. Et qui est sans doute pas national, qui est sans doute à des échelons plus importants. Et il faut savoir effectivement, comme tu le dis, que c'est aussi un débat philosophique, parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on n'a plus besoin de loi, des libertariens notamment. Et ces gens, entre autres, sont très influents dans la Silicon Valley. Donc il y a un débat à avoir avec eux, notamment avec quelqu'un comme Peter Thiel et autres, parce qu'ils poussent et ils investissent politiquement et dans la technologie pour démontrer leurs idées. Donc il faut avoir un débat politique. Merci beaucoup. J'en reviens à l'introduction. On a touché la surface et on a touché énormément d'éléments différents. Merci à vous quatre. Merci à ces deux belles familles qui s'aiment. C'est la même famille. C'était passionnant, à mon sens. J'espère que ça l'était aussi pour vous. On n'a pas le temps pour les questions, mais venez nous voir juste après. Super disponible pour en discuter. Et voilà, le mot de la fin, c'est votre responsabilité aussi. Merci, au revoir. Merci.